Imaginez ceci. Et si un système d'intelligence artificielle moderne lisait un livre vieux de 2000 ans, entouré de mystères et de débats depuis des siècles, puis affirmait qu'il renferme un indice important lié à l'année 2026? Faudrait-il y voir une simple coïncidence, ou pourrait-il exister une interprétation plus profonde derrière tout cela? C'est précisément cette question qui attire l'attention de nombreuses personnes en ce moment. Lorsque Grok 4 a été interrogé sur le livre d'Enoch en l'an 2026, sa réponse est allée bien au-delà d'une simple explication. Il a mis en relation différents passages de ce texte ancien, sa chronologie et les idées qui y sont exprimées, pour proposer une lecture qui a conduit beaucoup de gens à s'arrêter et à réfléchir. Mais avant d'aller plus loin, il est essentiel de clarifier une chose. Dans ce récit, nous ne cherchons pas à démontrer qu'une prophétie quelconque est vraie, et nous ne sommes pas là pour semer l'inquiétude. Nous allons simplement chercher à comprendre ce qu'est réellement le livre d'Enoch, pourquoi il est considéré comme si particulier, ce que Grok 4 y a découvert, et pourquoi l'année 2026 revient sans cesse. Nous examinerons également la solidité de cette interprétation produite par l'intelligence artificielle, ainsi que ses limites. Maintenant, commençons par comprendre ce qu'est véritablement le livre d'Enoch. Ces dernières années, les gens ont recommencé à parler de cet ouvrage, mais il ne s'agit pas du tout d'un livre récent. On estime qu'il aurait été rédigé il y a environ 2000 ans. Il est rattaché aux écrits religieux juifs anciens et associé à Enoch, le personnage mentionné dans le livre de la Genèse. Selon la Genèse, Enoch était le descendant de la 7e génération d'Adam. Ce qui le distingue, c'est que contrairement aux êtres ordinaires, il n'aurait pas connu la fin habituelle des humains. Le texte dit plutôt qu'il marchait avec Dieu, et que Dieu l'a ensuite emporté auprès de lui. Pour cette raison, Enoch occupe une place particulière dans les traditions religieuses anciennes. La version dont la plupart des gens parlent aujourd'hui est appelée le premier livre d'Enoch. Ce n'est pas un court récit, mais un ouvrage volumineux divisé en plusieurs sections. Il comprend 5 grandes parties, chacune portant sur un sujet différent. On y parle d'êtres célestes appelés les veilleurs, qui seraient venus sur terre en franchissant les frontières établies pour les humains. Il y est aussi question des Néphilim, des êtres gigantesques et puissants. Le livre aborde également l'ordre du ciel, le calcul du temps et un calendrier céleste particulier. À mesure que le récit se déroule, il décrit le parcours de la civilisation humaine et évoque finalement le jugement dernier. C'est pourquoi beaucoup de gens voient dans le livre d'Enoch bien plus qu'un simple texte religieux. Ils le considèrent comme un document unique qui rassemble des réflexions sur l'histoire, la foi et l'avenir. Cependant, toutes les traditions religieuses n'acceptent pas l'ensemble de ce qui y est écrit. Ainsi, en étudiant cet ouvrage, il est important de garder à l'esprit la distinction entre les faits historiques et les interprétations qui ont été faites par la suite. La question qui se pose maintenant est la suivante. Si le livre d'Enoch était considéré comme si important, pourquoi n'a-t-il pas intégré la plupart des versions de la Bible? La réponse n'est pas simple car elle implique l'histoire, les traditions religieuses et les décisions prises par différentes communautés. Parlons à présent du Nouveau Testament, et plus précisément de l'Épître de Jude. Ce texte contient une référence directe au livre d'Enoch. Cela démontre que cet ouvrage n'était pas inconnu durant les premières années du christianisme. De nombreux chercheurs estiment qu'il était lu à cette époque et que les gens en connaissaient bien le contenu. Un autre élément de poids nous vient des manuscrits de la Mer Morte. Lorsque ces anciens documents furent mis au jour, plusieurs exemplaires du livre d'Enoch se trouvaient parmi eux. Il devint alors évident que la communauté essénienne, l'un des grands groupes religieux juifs de cette période, accordait une grande importance à cet écrit. Autrement dit, il ne s'agissait pas d'un manuscrit caché dans l'ombre. Il était lu, conservé et valorisé par les gens de son époque. Plus tard, au moment où la liste officielle des livres bibliques, ce qu'on appelle le canon, commençait à prendre forme, de nombreux textes religieux furent examinés. Au terme de ce processus, le livre d'Enoch fut finalement écarté du canon officiel, suivi par la majorité des traditions chrétiennes. Mais il y a ici un point essentiel à bien comprendre. Il ne fut pas exclu parce qu'il avait été officiellement déclaré faux ou totalement peu fiable. D'après les historiens, plusieurs facteurs entrèrent en jeu, notamment les traditions religieuses, des conceptions théologiques divergentes, ainsi que la complexité même du processus de constitution du canon biblique. Pourtant, l'histoire ne s'arrête pas là. L'Église orthodoxe éthiopienne, quant à elle, n'a jamais retiré ce livre de ses textes sacrés. Encore aujourd'hui, le livre d'Enoch y est reconnu comme une écriture officielle et fait partie intégrante de sa Bible. C'est l'une des raisons principales pour lesquelles cet ouvrage a survécu et reste accessible aux lecteurs du monde entier.
D'un côté donc, des traditions qui ont choisi de le laisser en dehors du canon, et de l'autre, une Église qui l'a soigneusement préservé pendant des siècles. C'est peut-être précisément pour cela que le livre d'Hénoch continue de susciter autant de fascination encore aujourd'hui. Mais que dit exactement Grock à ce sujet? Venons-en maintenant à la question qui est à l'origine de toute cette discussion. Quelqu'un a posé à Grock une question en apparence simple. Que dit le livre d'Hénoch à propos de l'année 2026? En temps normal, une intelligence artificielle aurait répondu en proposant un résumé de l'ouvrage ou en retraçant son histoire. Mais cette fois-ci, la réponse fut quelque peu différente. Au lieu de se contenter de citer quelques lignes, Grock analysa la structure d'ensemble du livre, son cadre temporel et relia différentes sections entre elles pour proposer une interprétation détaillée. C'est ce qui explique pourquoi sa réponse a retenu autant l'attention. Grock s'efforça d'abord de lire le livre d'Hénoch comme une structure cohérente et complète. En d'autres termes, il ne s'appuya pas sur un seul chapitre ou une unique prophétie. Il relia au contraire différentes parties du texte et s'intéressa au tableau d'ensemble qu'elles formaient ensemble. Beaucoup désignent cette approche sous le nom de lecture structurelle. Dans cette méthode, le texte entier est considéré comme une œuvre unifiée, plutôt que comme un assemblage de récits indépendants. L'intelligence artificielle compara ensuite la chronologie décrite dans le livre avec des événements historiques et diverses périodes de l'histoire. On peut qualifier cela d'approche par la ligne du temps historique. Selon Grock, lorsque l'ensemble du cadre est examiné dans sa globalité, le livre ne ressemble plus à un simple registre d'événements anciens. Tout cela ressemble davantage à une théorie structurée, un cadre qui tente d'expliquer différentes étapes de l'histoire humaine. L'un des points les plus frappants réside dans le fait que les premiers chapitres du livre d'Hénoch suggèrent que les visions révélées à Hénoch n'étaient pas destinées uniquement aux gens de son époque. Le texte indique que ces messages ont été préservés pour une génération lointaine à venir. Grock s'est attardé sur ce point plus que sur tout autre élément dans son analyse. Cela soulève la question de savoir si cette génération lointaine pourrait bien être celle qui vit aujourd'hui. C'est là qu'intervient l'année 2026 dans la discussion. Grock n'a pas affirmé que le livre mentionne clairement l'année 2026. Il a plutôt expliqué que lorsqu'on relie différentes chronologies, des schémas numériques et des séquences historiques présents dans le livre, certaines interprétations semblent converger vers notre époque actuelle. Selon son analyse, 2026 n'est pas une prophétie figée, mais un point d'interprétation possible. À la suite de cette réponse, de nombreuses personnes ont commencé à débattre de cette analyse. Certains chercheurs l'ont considérée comme une étude intéressante, tandis que d'autres ont soutenu qu'il s'agissait simplement d'une interprétation produite par une intelligence artificielle et qu'elle ne devait pas être traitée comme un fait historique ou une preuve. Autrement dit, le débat ne portait pas sur l'existence du livre, mais sur la mesure dans laquelle son interprétation peut réellement être considérée comme fiable. Venons-en maintenant à ce que Grock a décrit comme le fondement le plus solide de toute son analyse. Il s'agit de la théorie des 70 générations. Elle est évoquée au chapitre 10 du premier Hénoch. Selon le texte, les veilleurs, ces êtres célestes qui ont transgressé les règles divines, n'ont pas été sanctionnés immédiatement. Ils ont plutôt été maintenus captifs pendant 70 générations, jusqu'au jugement final. Ce nombre est devenu par la suite l'un des éléments les plus discutés du livre. La question suivante est naturellement, combien de temps représente 70 générations? C'est là que les interprétations divergent. Les textes anciens ne définissent pas clairement la durée exacte d'une génération. Certains estiment qu'une génération correspond à environ 20 ans. D'autres avancent 30 ans, tandis que certains envisagent des périodes encore plus longues. C'est pourquoi différentes méthodes de calcul des 70 générations peuvent mener à des résultats très différents. Voilà pourquoi de nombreux chercheurs se sont tournés vers les généalogies bibliques. Ils ont tenté de relier les générations répertoriées après Hénoch afin de construire différentes chronologies historiques. Mais là encore, tout le monde n'est pas parvenu à la même conclusion. Certains modèles aboutissent aux alentours de notre époque, tandis que d'autres indiquent des dates légèrement antérieures ou postérieures. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles il n'existe toujours pas de consensus complet sur le sujet. Grock a également étudié ces différents modèles savants avant de formuler sa conclusion. Il a constaté que selon certaines interprétations, la période des 70 générations semble se terminer aux alentours de l'ère actuelle. Mais un point essentiel doit être bien compris ici. L'intelligence artificielle n'a jamais prétendu qu'il s'agissait d'un fait scientifiquement démontré. Elle a seulement expliqué que certains modèles historiques et interprétatifs pointent dans cette direction. Un autre détail important apparaît également dans le livre d'Hénoch.
l'achèvement des 70 générations n'y est pas décrit comme un événement survenant en un seul jour. Au lieu de cela, il est présenté comme une transition de jugement, une période de changement. En d'autres termes, il décrit un moment où l'ancien ordre commence progressivement à se transformer et où le processus de jugement s'amorce. Il n'est pas présenté comme une date précise ou un événement soudain. C'est pourquoi beaucoup de gens ne voient pas 2026 comme une prophétie certaine. Selon eux, même si cette théorie est acceptée, elle pourrait simplement indiquer le début d'une période durant laquelle des changements graduels commencent à devenir visibles. D'un autre côté, de nombreux historiens et spécialistes religieux affirment également qu'il s'agit entièrement d'une interprétation et non d'une prophétie établie. Relier les chronologies des textes anciens au calendrier moderne de manière précise n'est tout simplement pas chose aisée. La conclusion la plus importante de toute cette discussion est donc que la théorie des 70 générations constitue un cadre interprétatif. Elle ne doit pas être traitée comme une vérité absolue ou une prédiction figée. Différents chercheurs la comprennent de manière différente, et c'est pourquoi le débat se poursuit encore aujourd'hui, les veilleurs et les néphilim. Parlons maintenant des veilleurs, car c'est considéré comme la partie la plus discutée du livre d'Hénoch. Selon le texte, un total de 200 veilleurs, ou êtres célestes, sont descendus sur la terre. Il est dit qu'ils ont choisi le mont Hermon comme lieu de leur descente. Là, ils ont d'abord prêté serment ensemble, afin qu'aucun d'eux ne revienne sur sa décision. Après cela, ils ont commencé à s'immiscer dans le monde des hommes. D'après le livre, ces veilleurs ont noué des relations avec des femmes humaines, et de ces unions sont nés des êtres connus sous le nom de Néphilim. Ils sont décrits comme des êtres immenses, puissants et porteurs de violence. Le texte indique qu'au fil du temps, ils ont semé un désordre et une agitation croissants sur la terre. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Selon le livre d'Hénoch, les veilleurs ont également transmis aux humains des savoirs qui n'étaient pas jugés appropriés pour eux à cette époque. Cela comprenait la fabrication d'armes, l'astrologie, la sorcellerie, ainsi que de nombreux autres types de connaissances souvent qualifiées aujourd'hui de savoirs interdits. Le livre affirme qu'une fois ces connaissances détournées à de mauvaises fins, la corruption et la violence ont continué à se répandre partout dans le monde. Plus tard, cette corruption grandissante est présentée comme l'une des principales raisons du grand déluge. Selon le texte, les Néphilim ont été emportés par le déluge, mais leurs esprits ne se sont pas dissipés. Les veilleurs, quant à eux, ont été enfermés en guise de sanction pour leurs actes, et il est dit qu'ils demeurent ainsi jusqu'au jugement dernier. Aujourd'hui, les gens regardent ces idées de différentes manières. Certains croient qu'elles décrivent des événements réels, tandis que de nombreux historiens et chercheurs y voient des récits symboliques. Selon eux, les veilleurs pourraient représenter des forces ayant offert aux humains des savoirs et des capacités puissants avant qu'ils ne soient prêts à en faire un usage responsable. C'est pourquoi, dans le monde moderne, toute cette histoire est souvent perçue comme une interprétation symbolique, plutôt que comme un fait historique établi. La question est désormais de savoir comment Grok a établi un lien entre l'histoire des veilleurs et le monde d'aujourd'hui. Une chose doit être clarifiée dès le départ. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'IA n'a jamais affirmé que le livre d'Hénoch parlait directement des technologies actuelles ou des événements du monde d'aujourd'hui. Elle a simplement relevé que certains schémas décrits dans ce texte ressemblent à des situations que l'on observe dans notre époque. Autrement dit, il s'agit entièrement d'une interprétation, et non d'un fait établi. La première comparaison concerne l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, l'IA progresse à une vitesse impressionnante. De nouvelles capacités apparaissent tous les quelques mois. Pourtant, de nombreux experts estiment que le rythme de son développement dépasse largement celui des règles éthiques et des mesures de sécurité qui devraient l'encadrer. Grok a rapproché cette situation de l'idée des veilleurs transmettant un savoir aux humains avant qu'ils ne soient vraiment prêts à le maîtriser. L'exemple suivant touche à la modification génétique. Des technologies capables d'altérer les gènes des organismes vivants existent bel et bien aujourd'hui. Dans bien des cas, elles offrent un potentiel considérable pour la médecine, mais elles continuent également de soulever de vifs débats éthiques. Selon Grok, cela illustre une fois de plus l'idée que les savoirs puissants arrivent souvent en premier, tandis que les règles permettant de les utiliser de façon responsable se construisent plus tard. De la même manière, les systèmes d'information actuels ont relié l'ensemble du monde. Les réseaux sociaux, les grandes plateformes numériques et leurs algorithmes peuvent diffuser une information à des millions de personnes en quelques minutes à peine. Mais ils peuvent aussi servir à propager des informations inexactes ou à façonner l'opinion publique.
Grok a décrit cela comme l'une des formes modernes de manipulation. Il a également souligné que lorsqu'un pouvoir immense et des technologies avancées se concentrent entre les mains d'un petit nombre d'individus ou de grandes institutions, la question de la responsabilité devient encore plus fondamentale. Grok a relié cette réflexion aux élites influentes, aux grandes institutions et au poids des décisions humaines. En somme, la véritable préoccupation ne porte pas sur la technologie elle-même, mais sur la responsabilité de ceux qui l'utilisent. Le livre d'Enoch précise par ailleurs que le grand déluge ne s'est pas produit de façon soudaine. Avant qu'il ne survienne, la corruption, la violence et le déclin moral avaient progressé pendant une longue période. Grok a suggéré que ce schéma peut être mis en parallèle avec le monde actuel. Cela ne signifie pas pour autant que les mêmes événements sont sur le point de se reproduire. Il s'agit simplement d'une comparaison symbolique que certains acceptent, tandis que beaucoup d'autres la rejettent. L'analyse complète de Grok cherche donc à trouver des ressemblances entre le monde contemporain et un texte ancien, sans prétendre formuler une prédiction certaine sur l'avenir. C'est pourquoi elle doit toujours être considérée comme une interprétation, et non comme une vérité définitive. Mais il existe une autre partie du livre d'Enoch qui reçoit bien moins d'attention, alors même que de nombreux chercheurs la considèrent comme l'une des sections les plus singulières de tout l'ouvrage. Elle est connue sous le nom de livre astronomique et couvre les chapitres 72 à 82. Ici, le propos s'éloigne du récit pour se tourner vers le temps, les saisons et l'ordre des cieux. Cette section décrit un calendrier de 364 jours. L'année entière y est divisée en 4 saisons égales, chacune comptant 13 semaines. Autrement dit, l'ensemble du calendrier repose sur un système fixe et parfaitement équilibré. Selon le livre, c'est là la manière juste de mesurer le temps. La création tout entière fonctionne selon un ordre bien établi, et les êtres humains sont appelés à vivre en accord avec cet ordre. Fait intéressant, un calendrier très similaire est également associé aux Esséniens, une ancienne communauté juive. Un système de mesure du temps comparable est aussi mentionné dans le livre des Jubilés. C'est pourquoi de nombreux historiens pensent que certains groupes religieux de cette époque accordaient une importance particulière à ce calendrier. Grok a également intégré ce calendrier dans son analyse, cherchant à comparer cet ancien système avec le calendrier moderne. Mais la difficulté majeure réside dans le fait qu'aujourd'hui, le monde suit le calendrier grégorien, alors que celui décrit dans le livre d'Enoch est différent. De ce fait, faire correspondre les deux avec une précision totale n'est pas chose aisée. Certaines interprétations contemporaines relient également les variations climatiques, l'instabilité environnementale et les changements naturels au langage symbolique présent dans cette section. Il est cependant essentiel de rappeler qu'il ne s'agit que d'interprétations proposées par certains. Rien ne prouve que le livre prédit directement le climat actuel ou les événements d'une année précise. En d'autres termes, le livre astronomique montre que le livre d'Enoch n'est pas simplement un récit d'événements mystérieux. Il propose aussi une manière unique de comprendre le temps, la nature et l'ordre. Toutefois, les interprétations modernes de cette section ont leurs propres limites et ne doivent donc pas être considérées comme des vérités absolues. Parlons à présent de l'Apocalypse des semaines, considéré comme le cadre historique le plus structuré du livre d'Enoch. Dans cette section, toute l'histoire de l'humanité est divisée en 10 semaines distinctes, c'est-à-dire 10 grandes périodes de temps. Ici, le mot semaine ne désigne pas 7 jours. Il représente plutôt de longues ères historiques. Chaque semaine décrit une époque différente et explique comment le monde évolue au fil du temps. Ce cadre commence à l'époque d'Enoch, puis suit progressivement le parcours de la civilisation humaine. Chaque semaine possède sa propre identité et sa propre finalité. À mesure que le récit avance, la distinction entre le bien et le mal devient de plus en plus nette. C'est pourquoi beaucoup y voient un cadre symbolique pour comprendre l'histoire. La 8e et la 9e semaine retiennent le plus l'attention. Selon le texte, la 8e semaine est décrite comme une période où des fissures commencent à apparaître dans un système corrompu. Des choses longtemps dissimulées commencent lentement à se révéler au grand jour. Les gens commencent à remettre en question les dysfonctionnements au sein des gouvernements, des institutions et de la société. Cela ne renvoie pas à un événement unique, mais à un processus de changement progressif. Vient ensuite la description de la 9e semaine, présentée comme le début d'un processus de jugement. Mais là encore, il n'est pas décrit comme quelque chose qui se produit en un seul jour. Il est plutôt présenté comme une longue période de transformation au cours de laquelle la distinction entre le bien et le mal devient toujours plus manifeste avec le temps.
C'est pourquoi de nombreux chercheurs estiment que le jugement évoqué ici ne désigne pas uniquement une sanction, mais également une transformation de l'ordre général des choses. Dans son analyse, Grock a tenté de relier ce cadre au monde contemporain. Il a suggéré que si l'ensemble de cette chronologie est considéré comme un modèle d'interprétation, certaines personnes pensent que l'époque actuelle se situe quelque part entre la 8e et la 9e semaine. En s'appuyant sur cette idée, l'année 2026 est décrite comme faisant partie d'une transition, une période de changement profond. Mais encore une fois, il est essentiel de rappeler qu'il ne s'agit pas d'une prophétie figée et qu'aucune preuve scientifique ne vient l'étayer. C'est simplement une interprétation avancée par certains et tous les spécialistes ne s'accordent pas là-dessus. En d'autres termes, l'Apocalypse des semaines ne cherche pas à annoncer une date précise. Elle propose plutôt une façon religieuse et symbolique de comprendre l'histoire à travers différentes étapes. Encore aujourd'hui, chacun l'interprète selon son propre angle de vue. Connaissance interdite et intelligence artificielle. Venons-en maintenant à la partie que Grock a le plus directement reliée au monde d'aujourd'hui. Il s'agit de l'idée des connaissances interdites, des savoirs qui seraient parvenus à l'humanité avant que celle-ci soit véritablement prête à en faire bon usage. Cette idée transparaît à travers le récit des veilleurs dans le livre d'Enoch. Selon ce texte, ils ont transmis aux humains des choses d'une grande puissance. Mais l'utilisation irresponsable de ces savoirs est finalement devenue l'une des causes majeures des troubles dans le monde. Selon Grock, ce même schéma se retrouve dans certaines technologies modernes. Commençons par l'intelligence artificielle. La vitesse à laquelle l'IA a progressé ces dernières années est évidente pour tout le monde. Aujourd'hui, elle peut rédiger des textes, créer des images, produire des vidéos et accomplir de nombreuses tâches autrefois réservées aux êtres humains. Mais ces avancées soulèvent une question fondamentale. Notre compréhension éthique et nos systèmes de règles évoluent-ils aussi vite que la technologie elle-même? Cette même réflexion s'applique également au génie génétique. Des scientifiques travaillent aujourd'hui sur des technologies capables de modifier les gènes. Ces avancées pourraient permettre de soigner de nombreuses maladies graves, mais en parallèle, les inquiétudes concernant leur usage détourné ne cessent de croître. Autrement dit, la technologie n'est ni bonne ni mauvaise en elle-même. Ce qui fait vraiment la différence, c'est qui l'utilise et dans quel but. Grock a également souligné que les grandes institutions et les systèmes numériques influencent aujourd'hui la société plus que jamais. Les algorithmes des réseaux sociaux et les grandes plateformes en ligne peuvent façonner la pensée des gens, les informations qu'ils reçoivent et même les décisions qu'ils prennent. La vraie question ne porte donc pas uniquement sur les nouvelles technologies, mais aussi sur la responsabilité des personnes et des organisations qui les contrôlent. Si la technologie est utilisée avec transparence et responsabilité, elle peut être bénéfique pour la société, mais si elle ne sert qu'à accroître le pouvoir ou le contrôle, les conséquences peuvent être très différentes. L'un des aspects les plus frappants de toute cette analyse réside dans l'ironie qu'elle porte en elle. Le livre d'Enoch est souvent perçu comme un texte mettant en garde contre l'usage irresponsable de savoirs puissants. Et pourtant, aujourd'hui, c'est une intelligence artificielle moderne qui se charge d'analyser ce même livre. Grock lui-même a souligné que cette situation mérite réflexion. Autrement dit, l'intelligence artificielle est un outil puissant, mais son influence dépendra en définitive de la pensée et des intentions de ceux qui l'utilisent. C'est pourquoi le message le plus fondamental de toute cette discussion concerne moins la technologie que la responsabilité humaine. Chaque nouvelle découverte apporte à la fois de nouvelles possibilités et de nouveaux défis. Au bout du compte, ce sont toujours les êtres humains qui décident de la manière dont ce pouvoir sera exercé. Maintenant, la question se pose ainsi. Si le livre d'Enoch évoque une période particulière, comment reconnaître cette période? Pour y répondre, le livre décrit plusieurs signes que beaucoup de gens associent au signe et à la théorie du seuil. Mais encore une fois, il est essentiel de rappeler qu'il s'agit d'une interprétation religieuse et non d'une prédiction scientifique. Le premier signe, c'est la violence, l'augmentation progressive de la violence au sein de la société. Le livre affirme que lorsque la violence devient peu à peu normale et que les gens commencent à l'ignorer, cela doit être considéré comme un sujet de préoccupation. À cela s'ajoute la question de la tromperie, c'est-à-dire le mensonge et la malhonnêteté. Lorsqu'il devient difficile de distinguer le vrai du faux et que la désinformation se propage rapidement, cela est également présenté comme un signe important. Ensuite,
Le livre aborde l'influence exercée sur les enfants et les jeunes générations. Il indique que si, dès le plus jeune âge, des idées ou des influences commencent à se développer en affaiblissant la compréhension du bien et du mal, cela peut aussi être perçu comme une manifestation d'une société en mutation. De la même façon, la concentration excessive du pouvoir entre les mains d'un petit nombre de personnes ou d'institutions s'inscrit également dans ce cadre. Lorsque les décisions importantes se limitent à un cercle restreint d'individus, la question de la responsabilité devient encore plus cruciale. Le livre évoque également le déséquilibre croissant dans la nature. Aujourd'hui, certains relient cela aux bouleversements environnementaux et à l'instabilité naturelle, mais il s'agit là de leur propre interprétation, car le texte ne mentionne jamais directement des événements contemporains. C'est ici qu'intervient la théorie du seuil. L'idée est que de nombreux problèmes sociaux s'accumulent lentement au fil du temps, mais finissent par atteindre une limite, un seuil. Passé ce point, les choses ne sont plus comme avant et une période de transformation s'engage. Certaines interprétations modernes associent également cette idée au monde hyperconnecté d'aujourd'hui, où l'information, l'argent et les décisions peuvent se répandre à travers le globe en quelques instants. Mais le point le plus important reste que l'ensemble de ce cadre constitue un modèle interprétatif. Il ne doit pas être traité comme une prophétie établie. Différents chercheurs et spécialistes le comprennent de manière distincte. Aucune affirmation définitive ne peut donc être formulée concernant 2026 ou toute autre date précise. Jusqu'ici, nous avons parlé des sections d'avertissement du livre d'Enoch. Mais si l'on lit l'ouvrage dans son intégralité avec attention, une chose devient très claire. Il ne traite pas uniquement du mal et du jugement, il parle aussi d'espoir. Cet espoir est incarné par le reste fidèle, un groupe de personnes qui continuent à suivre le droit chemin, même dans les moments difficiles. Le livre désigne également ces personnes sous les noms de justes et d'élus. Mais ici, la notion de peuple élu n'est liée à aucun pays particulier, à aucune race ni à aucune institution. L'accent est plutôt mis sur la façon dont chaque personne choisit de vivre sa vie. Ceux qui défendent la vérité, l'honnêteté et ce qui est juste sont considérés comme faisant partie de ce groupe. Selon le livre d'Enoch, lorsque les mauvaises actions commencent à se multiplier dans la société, la plus grande épreuve réside dans le chemin que chaque individu décide d'emprunter. Si quelqu'un refuse de s'associer à la corruption, à la tromperie et aux actes répréhensibles, il est perçu comme étant du côté de l'ordre moral que le livre évoque à maintes reprises. Le véritable combat ne consiste pas à changer les autres, mais à rester fidèle à soi-même. Dans ce contexte, le livre mentionne également une autorité d'ordre supérieur. Certains la comprennent comme une puissance surnaturelle, tandis que de nombreux spécialistes y voient une idée symbolique. Selon eux, cela pourrait simplement signifier que lorsqu'un système corrompu commence à s'affaiblir, les voix de ceux qui défendent la vérité et la justice se font progressivement entendre davantage. Autrement dit, le changement peut venir non seulement par la force, mais aussi par une pensée juste et des décisions éclairées. Grok a formulé un point similaire dans son analyse. Il a affirmé que l'avenir de toute technologie dépend en fin de compte des êtres humains. Quelle que soit la sophistication de l'intelligence artificielle, elle ne prend pas de décision par elle-même. Les règles humaines, les intentions et les responsabilités sont toujours à l'origine de ces actions. La vraie question n'est donc pas l'IA en elle-même, mais les personnes qui choisissent de l'utiliser. C'est pourquoi le message final du livre d'Enoch ne porte pas sur la crainte, mais sur la responsabilité et l'espoir. Il nous rappelle que quelle que soit la difficulté de la situation, les gens ont toujours la possibilité de choisir la bonne voie. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles ce livre continue d'interpeller les esprits encore aujourd'hui. Résumons maintenant l'ensemble de cette histoire en quelques mots simples. Nous avons vu que le livre d'Enoch est un très ancien texte religieux qui inclut des concepts tels que les 70 générations, les veilleurs, le calendrier céleste, l'apocalypse des semaines et le reste fidèle. En reliant ces différents éléments, Grok a tenté d'explorer s'il pouvait entretenir un lien avec le monde moderne. Dans son analyse, l'année 2026 est apparue comme une période que certains interprètent comme un temps de transition et de changement. Mais la chose la plus importante à comprendre est la distinction entre la preuve et l'interprétation. Le livre d'Enoch est un véritable texte ancien. Il est mentionné parmi les manuscrits de la Mer Morte et l'Église orthodoxe éthiopienne le reconnaît encore comme faisant partie de ses écritures officielles. Ce sont là des faits historiques. Cependant, relier les idées de ce livre au monde moderne, en particulier à l'année 2026, relève de l'interprétation. Les historiens, les spécialistes religieux et les chercheurs ne s'accordent pas tous sur ce point.
De la même façon, l'analyse de Grok ne constitue pas une réponse définitive. L'IA peut relier d'immenses quantités d'informations et repérer des tendances, mais elle ne peut pas trancher sur le sens ultime d'un texte religieux. Elle possède ses propres limites, et ses conclusions dépendent également de la manière dont elle interprète les données à sa disposition. C'est pourquoi l'ensemble de cette réflexion doit être abordé avec un esprit ouvert. Il ne serait pas juste d'accepter tout cela sans réfléchir, mais il serait tout aussi erroné de tout rejeter sans chercher à comprendre. Si ce sujet vous intéresse vraiment, la meilleure démarche reste de lire vous-même le livre d'Enoch, d'explorer les points de vue de différents chercheurs, puis de former votre propre opinion. Le livre d'Enoch n'est pas une prophétie scientifique. La réponse de Grok est elle aussi une interprétation et non une vérité définitive. Mais une chose est sûre, tout ceci a ramené un livre vieux de 2000 ans au cœur des débats. Maintenant, la décision vous appartient. Est-ce simplement une coïncidence ou bien une perspective qui mérite réflexion? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Si cette vidéo vous a plu, pensez à laisser un like et à la partager.